Avant de débattre tous ensemble du sujet, je me propose de faire quelques mots d'introduction. Il y a donc ce thème du débat, reconstruire l'union de la gauche ou défendre une politique de lutte de classe. Mais plus généralement, j'aurais voulu élargir le débat sur, entre tous les militants de Hello, tous les militants du Parti communiste, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans la période d'aujourd'hui. Et on entend souvent autour de nous, de la part des travailleurs, mais aussi de la part des militants, ok, vous avez beaucoup de différences, vous avez des divergences entre vous, mais vu la situation, vu la gravité de la situation, ça serait quand même pas mal que vous soyez unis face à Macron, unis face au patron, unis face à tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous dégringole sur la tête. Alors oui, la situation, elle est grave, elle s'aggrave de plus en plus, tant au niveau économique où il n'y a pas un mois ou une semaine où un journal économique nous alerte sur les dangers d'un nouveau krach boursier, les dangers d'une aggravation de la crise économique. Il y a l'urgence climatique où il y a une prise de conscience générale sur le fait que si on continue à produire de cette manière-là, eh ben on envoie l'ensemble de la planète dans le mur. Il y a le poids de plus en plus, le poids électoral de plus en plus important du Front National, les idées réactionnaires, racistes, nationalistes, individualistes qui prennent le pas sur toutes les autres idées, qui ont le vent en poupe. Oui, la situation est grave et elle s'aggrave. Et on est bien d'accord qu'il faut qu'on discute entre nous, qu'il faut qu'on ait ce débat fraternel entre militants du PC, entre militants de Hello, mais même plus largement, entre tous ceux qui ne veulent pas se résigner face à la situation, entre tous ceux qui veulent changer cette société, qui n'acceptent pas cette situation. Alors, il faut qu'on discute des points communs et sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble, mais aussi, et je dirais même, surtout, qu'il ne faut pas qu'on fasse l'impasse sur nos divergences. Il ne faut pas qu'on fasse l'impasse sur nos différences politiques, sur nos désaccords politiques, parce que c'est important. Et ça, on peut le faire en toute fraternité. Depuis la naissance du mouvement ouvrier, le mouvement ouvrier a été traversé par deux grands courants politiques essentiels, le courant réformiste et le courant révolutionnaire. Quand j'évoque le courant réformiste, j'évoque le courant réformiste d'avant 1914, des socialistes qui défendaient cette perspective de changer, de combattre le capitalisme, de changer la société à travers des réformes en participant au gouvernement, en participant à la gestion de l'appareil d'État et à coup de réformes, de lois sociales, de la politique des petits pas, petit à petit, réussir à modeler, à changer le capitalisme. Ça, c'est le courant réformiste politique d'avant 1914, parce qu'aujourd'hui, le réformisme ne veut plus rien dire. Emmanuel Macron lui-même se présente comme pratiquement le plus grand réformiste en France. Voilà, chaque attaque contre le monde du travail est maintenant communément appelée comme une réforme. Et puis, il y a le courant révolutionnaire. Le courant révolutionnaire qui, dès la naissance du mouvement ouvrier, a existé, a vécu, s'est développé, après est redevenu minoritaire. Mais un courant révolutionnaire qui porte une autre perspective pour combattre le capitalisme, c'est, je vais le résumer très rapidement, mais ça peut être l'objet du débat, c'est de s'attaquer aux racines du mal, c'est de s'attaquer aux racines du capitalisme, c'est-à-dire c'est de s'attaquer à la propriété privée des grands moyens de production, c'est de s'attaquer aux possédants, aux capitalistes, aux industriels, aux financiers, ceux qui possèdent les usines, les entreprises, les banques. Et c'est de s'attaquer à cette dictature que cette bourgeoisie impose sur l'ensemble de la société. Alors ces deux grands courants politiques ont existé et existent encore aujourd'hui dans le mouvement ouvrier. Le Parti communiste français, on est ici à la fête de l'UMA, il a de particulier qu'il est né à la suite de la révolution russe. Il est né sur des bases révolutionnaires. Il est né sur cette perspective de renverser le capitalisme, de s'attaquer à la propriété privée à travers des
des révolutions, à travers une révolution ouvrière, que le prolétariat, que les travailleurs, le monde du travail prennent le pouvoir. Le stalinisme est passé par là. Et le stalinisme a imposé, non pas que au Parti communiste français, mais à tous les partis communistes, et même y compris à l'époque à l'ensemble du mouvement ouvrier, a imposé d'abandonner cette perspective révolutionnaire. Et au contraire, à distiller les valeurs de la bourgeoisie, le nationalisme, entre autres. C'est l'époque où s'est mis côte à côte le drapeau bleu-blanc-rouge dans les années 30, la Marseillaise à côté de l'Internationale. Et ça a été énorme et ça a été catastrophique. Abandonner cette perspective révolutionnaire, on le verra par la suite, j'en viens, mais c'est catastrophique. Et puis c'est pas remplacer la lutte de classe directement par l'électoralisme, mais c'était déjà amener une politique d'alliance électorale avec les partis de gauche, avec le Parti socialiste, avec le Parti radical socialiste, pour prendre des positions dans l'appareil d'État et pour espérer influencer sur les pouvoirs publics, sur la politique gouvernementale. Alors, Staline est mort, le stalinisme a fait son temps, le Parti communiste a abandonné les références au stalinisme, mais ce n'est pas pour revenir aux idées révolutionnaires. C'est au contraire pour se jeter encore un peu plus dans l'électoralisme. C'est pas forcément binaire, parce que je me mets à la place des militants du PC qui pourraient me dire, mais Jean-Pierre, on n'a jamais cessé de parler du rapport de force, de parler de la grève, de parler de la mobilisation des travailleurs. Bien sûr que c'était les deux à la fois. C'est l'électoralisme, mais c'est aussi s'appuyer sur les mobilisations des travailleurs. Mais c'est, en fin de compte, et on l'a vécu après, ça a été de remplacer la lutte de classe par le pouvoir du bulletin de vote. C'est de faire en sorte de faire passer dans la tête des travailleurs, dans la tête des militants syndicalistes, de tous les militants du PC, de dire, pour changer la vie, pour changer notre vie, bien sûr qu'il faut se mettre en grève, bien sûr qu'il faut se mobiliser, mais aussi il faut qu'on vote pour des partis qui puissent nous représenter dans l'appareil d'État. Et c'est à qui on aura pris le plus de positions, le plus de députés, le plus de conseillers régionaux, et même avoir des ministres au gouvernement, avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour après avoir en main le gouvernement et faire une politique véritablement de gauche. Alors je le dis sincèrement et franchement, on fait le constat, et ça on peut le faire ensemble, le constat, l'objectif a été en partie rempli, les camarades. Il a été en partie rempli. Des gouvernements de gauche, il y en a eu. Ça a marché, cette politique. Il y a eu des ministres de gauche, des gouvernements de gauche, une Assemblée nationale plusieurs fois majoritairement à gauche. Il y a même eu des ministres communistes au gouvernement. Et là, on peut tirer le bilan ensemble. Et je crois que là, on peut trouver un accord sur le bilan de ces gouvernements. C'est qu'à chaque fois, quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle a trahi. Elle a trahi, ça a été de la trahison. On a tous en tête, évidemment, 1981, avec Mitterrand, toute l'époque de Mitterrand, mais après il y a eu Jospin, après il y a eu Hollande. Évidemment, ce n'est pas les mêmes gouvernements, mais c'est des gouvernements qui, au nom de la gauche, au nom de la politique de gauche, des idées de gauche, ont fait, certains diront une politique de droite, moi je préfère dire une politique qui défend les intérêts des capitalistes. Ces trahisons ont donné lieu à une démoralisation énorme dont on paye aujourd'hui encore les conséquences. Démoralisation parce qu'il y a eu énormément d'illusions dans le pouvoir du bulletin de vote, énormément d'illusions dans la capacité à des ministres communistes ou de gauche au gouvernement de faire une politique de gauche. Oui, il y a eu beaucoup d'illusions là-dedans. Et je ne parle pas de ceux qui ont menti et hontément. On a tous en tête Hollande qui disait « Mon ennemi, c'est la finance ». On se souvient tous de la formule. C'était tellement son ennemi, la finance, que quand il est arrivé à l'Élysée, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a nommé Emmanuel Macron comme son principal conseiller. Après, on connaît l'histoire, on la vit encore aujourd'hui.
Mais il n'y a pas que ça. La démoralisation, on la paye très cher dans les entreprises, dans les usines, dans les syndicats dans lesquels on milite. C'est qu'il y a de moins en moins de militants politiques. Il y a de la dépolitisation, il y a de l'écœurement. Et derrière, on a le pendant. On a les idées réactionnaires qui progressent. On a les idées du Front National qui progressent, les idées racistes, nationalistes qui progressent dans la conscience des travailleurs. Alors ce bilan, on le fait ensemble, mais moi je trouve que c'est incontournable de discuter de ces désaccords et de discuter de ces divergences-là. Parce qu'il faut comprendre, pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe, ce qu'on vit, et pour essayer de trouver le chemin vers lequel il faut aller, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là et comment on en est arrivé là. Oui, la politique électoraliste, la politique du réformiste on met des ministres à la tête du gouvernement et ça fera une politique de gauche, ça a échoué, ça a été un échec. Mais cet échec, il faut qu'on l'explique pourquoi ça a été un échec. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a Hollande, bon ça c'est des menteurs professionnels, ok. Mais les autres, comment ça se fait que quand ils rentrent, quand ils passent la porte du ministère, ils font une politique complètement inverse, ce pourquoi ils ont été élus? Comment on l'explique ça? Il faut qu'on en discute. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils passent la porte, ils ont le cerveau qui se retourne. Et hop, ils se retournent et on va servir les intérêts des capitalistes. Comment ça se passe ce processus? Il y a ce fameux mur de l'argent. Vous vous souvenez, cette formule, c'est Léon Blum en 1936. Le mur de l'argent. Les 200 familles, les 500 familles, peu importe le nombre qu'ils sont, ils sont ultra minoritaires. C'est eux qui possèdent l'appareil de production. C'est eux qui possèdent les plus grands moyens de production, là où se fabriquent les richesses. Et c'est là où se décide. C'est avec ça qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent exercer une dictature sur l'ensemble de la société. Et comment on peut s'attaquer à ce mur de l'argent? Ce n'est pas des ministres, ce n'est pas une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui ont la capacité, même s'ils le voulaient, même s'ils étaient sincèrement dévoués à cette cause, ils ne pourraient pas s'attaquer à ce mur de l'argent. Parce qu'on ne l'attaque pas, on ne le combat pas. On ne peut pas l'avoir à coup de réforme, à coup de loi, à coup de constitution. C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Les entreprises, les usines, les banques, elles appartiennent, c'est de la propriété privée, elles appartiennent à des femmes et des hommes en chair et en os. La seule force sociale capable de s'attaquer au mur de l'argent, capable de s'attaquer à la propriété privée, aux racines du mal, à la base du fonctionnement de la société capitaliste, c'est la classe ouvrière, c'est les travailleurs. Et ça, il faut qu'ils en aient conscience. Alors, il ne suffit pas de dire que c'est la classe ouvrière parce qu'elle fait tout fonctionner, c'est elle qui produit les richesses, sans qui rien ne pourrait fonctionner, sans qui rien ne pourrait être produit. Il ne suffit pas de dire ça. C'est simplement les travailleurs, la classe ouvrière, voilà, c'est elle la force. Encore faut-il qu'elle se dote d'objectifs, de politiques qui puissent réellement l'emmener vers des succès, l'emmener vers des victoires, poser des jalons sur le chemin, sur la voie qui est la seule efficace possible. Et cet objectif, c'est de s'attaquer à la propriété privée. C'est de s'attaquer à ces milliardaires, aux Pinot, aux Peugeot, aux Bolloré, tous ceux qui en quelques secondes ont donné quelques centaines de milliards pour reconstruire Notre-Dame de Paris. C'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui dirigent la France. C'est eux qui dictent leurs lois à n'importe quel député, à n'importe quel ministre, qui s'affiche de gauche, évidemment de droite. Il n'y a que cette solution, en tout cas nous c'est ce qu'on pense, on l'affirme, lutte ouvrière, j'ai oublié de le dire mais je pense que c'est un peu connu, on fait partie, on se revendique encore aujourd'hui en 2019 de ce courant révolutionnaire, où c'est la classe ouvrière qui peut changer le monde, qui peut changer la société. Et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute parce que là on a des points communs entre militants du Parti communiste et militants de lutte ouvrière. On a ce point commun qui est énorme, c'est qu'on est fiers d'être communiste. C'est qu'on est fiers de défendre l'idéal communiste. C'est qu'on est ceux qui sont... On fait partie de ceux, on est conscient d'être minoritaire, on fait partie de ceux qui ne baissons pas la tête, qu'on ne se résigne pas face à cette situation
et qu'on a chevillé au corps la volonté de s'attaquer au capitalisme, de changer la vie, de changer la société, qu'on en a marre de cette société d'exploitation fondée sur l'injustice, qu'il faut qu'elle change, parce que l'humanité a aujourd'hui les moyens de vivre une autre vie, de faire une autre histoire. Quand la classe ouvrière, oui, elle s'accaparera l'ensemble des moyens de production pour réorganiser la société, pour la faire tourner, non pas pour le profit privé, pour quelques-uns, mais pour répondre aux besoins élémentaires de l'humanité et toute la société. Oui, c'est cet idéal qui nous fait militer, qui nous fait vivre et qui nous fait continuer à militer malgré tout ce qu'on peut voir autour de nous et malgré la difficulté qu'on a. Et là, on parle en connaissance de cause. Militants du PC et militants de Hello, la difficulté qu'on a aujourd'hui à défendre ces idées-là. Mais justement, il ne faut pas qu'on lâche le morceau. Parce que, et c'est pour ça qu'on se retrouve bien souvent dans des combats, dans des grèves. Des combats qui sont à chaque fois contre le patronat, contre le gouvernement. Oui, on est du même côté de la barrière. On a ce point commun d'être du même côté de la barrière. Même si, dans des grèves, bien souvent, militants du PC et militants de Hello, on n'a pas la même politique à proposer aux travailleurs. Nous, on part du principe, je fais une petite parenthèse comme ça, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, nous, on a comme politique à chaque fois, parce que nous sommes convaincus que c'est les travailleurs qui doivent prendre leur destin en main, qui doivent, au bout du compte, qui pourront gérer la société. Oui, on est pour que dans chaque grève, chaque débrayage, eh bien, les travailleurs, ils prennent la direction eux-mêmes de leur grève, de leur mouvement, en assemblée générale, en comité de grève, en montant des coordinations. Et ça, je le dis tranquillement, c'est absolument pas pour évacuer les syndicats, pas pour évacuer les responsables syndicaux. On a besoin de tout le monde dans une bagarre. Mais justement, si on a besoin de tout le monde, il ne faut pas exclure ceux qui ne sont pas syndiqués, ceux qui n'ont jamais milité, qui n'ont jamais même signé une pétition. Il faut mettre en place des structures qui permettent à chaque travailleur d'exprimer sa volonté, d'exprimer ce qu'il a dans le crâne, d'exprimer ce qu'il a dans ses tripes et de gérer, de se poser tous les problèmes que pose une grève. Alors ça, c'est aussi une différence, peut-être une divergence sans doute, entre nous, entre les militants du PC et les militants du Hello. Mais ça, en général, ça se discute sur le terrain, en temps de grève, dans les entreprises. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a de ça en commun, qu'on est de ceux, en tout cas ceux qui le partagent, cette idée-là, et je sais que dans le Parti communiste, il y en a énormément qui le partagent, cette idée que les idées de la lutte de classe, elles ne sont pas dépassées. Au contraire, elles sont à mettre à l'ordre du jour plus que jamais. Ce sont ces idées-là qui seront efficaces et qui pourront permettre aux travailleurs de se protéger et de combattre le Front National, de combattre le racisme, de combattre le nationalisme. C'est les idées de la lutte de classe qui pourront permettre aux travailleurs de se protéger des conséquences dramatiques du prochain krach boursier. C'est ces idées-là qui pourront les protéger de la destruction des services publics, de la destruction aujourd'hui du système de retraite. Et quand on regarde, et je finirai là-dessus pour ne pas être trop long, quand on regarde ce qui s'est passé vendredi dernier avec la RATP, quand j'évoque la RATP, je suis convaincu que dans la conscience et dans la tête de tous les militants du Parti communiste, ça a été une journée de satisfaction. Ça a été un moment qui a fait chaud au cœur. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une journée de grève où les travailleurs, ils étaient tellement nombreux à se mettre en grève. Ils étaient tellement nombreux à vouloir montrer les dents, à dire on se prépare au bras de fer, on n'est pas d'accord, et on le montre d'une manière la plus explicite possible, en faisant grève, en utilisant notre arme, la meilleure arme, la grève, la manifestation. Militants du PC, militants de Hello, on a été satisfaits de cette journée-là. Et imaginez, ce n'est qu'une journée, une seule journée. Les travailleurs de la RATP, ils ont voulu faire une grève carrée d'une journée. On est convaincus, les uns et les autres, que c'est partie remise et que c'est sans doute le début d'une bagarre, le début d'un bras de fer. Mais imaginez, ils étaient quelques milliers simplement en grève. Regardez simplement au niveau du gouvernement, au niveau de son discours. L'arrogance a disparu. L'arrogance du gouvernement qu'il avait pendant les Gilets jaunes,
il a complètement disparu. Il y a ce pouvoir, cette force que ont les travailleurs quand ils se mettent collectivement en bagarre, quand ils sont déterminés à entrer sur la scène politique, à dire maintenant il va falloir compter avec nous. Édouard Philippe, Macron, va falloir compter avec nous. Avec cette conscience, je l'espère, qu'il faudra généraliser la bagarre pour défendre les retraites et puis pour se bagarrer contre Macron. Mais simplement cet exemple, imaginez-le à plusieurs centaines de milliers de travailleurs, plusieurs millions de travailleurs. Elle est là la solution. Le levier pour combattre Macron, pour combattre le Front National, pour combattre les capitalistes, il est là. Il n'est pas ailleurs. Il est dans cette unité des travailleurs avec une politique qui leur permette réellement de faire reculer le camp d'en face. Et ça, il faut qu'on en discute parce que là, on a un point commun entre nous. Parce qu'on n'a pas envie que notre camp, le camp des travailleurs, ils perdent. Parce qu'on en a marre des défaites. Parce que ça devient intenable. Et oui, on est tous préoccupés à un niveau ou à un autre que ce qu'ils sont en train de nous réserver, tant au niveau politique que économique que écologique, c'est pas bon du tout. Et qu'à un moment donné, il n'y aura pas de point de non-retour. Donc oui, les idées de la lutte de classe, là où ce qu'on peut faire ensemble, là où on peut agir ensemble, c'est non pas de construire un rapport de force électorale, c'est pas de construire à qui aura le plus de députés à l'Assemblée nationale, à qui pourra espérer avoir un strapontin au gouvernement. Parce que ça, moi j'ai 51 ans, je suis né en 68, voilà, j'ai vécu Mitterrand, j'ai vécu Jospin, j'ai vécu Hollande. On a vu, on a soupé. C'est bon, on a fait l'expérience, les camarades. Cette voie-là, c'est pas la bonne. On le paye très cher. Non, le rapport de force dont je parle, c'est le rapport de force sociale. C'est là où on est, là où on travaille, dans les entreprises, les usines, les banques, les grandes entreprises. C'est dans les quartiers, là où on vit, ensemble, où on côtoie les travailleurs, où on côtoie les chômeurs, les retraités, où on est tous ensemble, que ça soit au travail ou dans la vie quotidienne. C'est ce rapport de force qu'il faut construire, qu'il faut instaurer face au gouvernement, face à nos patrons. C'est réimplanter la lutte de classe dans la conscience des travailleurs. Parce que ce sont les seules armes, les seules idées qui pourront être efficaces aux travailleurs quand ils auront décidé de se remettre en bagarre, quand ils auront repris confiance dans leur force collective, dans leur force sociale. Et là, il faudra qu'ils aient conscience de leurs intérêts. Bien sûr qu'ils ont des intérêts diamétralement opposés à défendre aux capitalistes et à Macron et compagnie. Et c'est comme ça qu'on pourra retrouver le chemin de la lutte de classe, le chemin des luttes. C'est le seul chemin possible à nos yeux. Et ça, ce chemin, on peut le faire ensemble, militants du PC et militants du Hello. Et c'est ça dont il faut qu'on discute, parce que oui, et là-dessus on est d'accord, la situation, elle est extrêmement grave. Alors, on n'est pas défaitiste, on est optimiste. Optimiste parce qu'avec ce qui s'est passé avec la grève de la RATP, on a de quoi discuter dans nos entreprises. On a de quoi discuter avec notre famille, nos voisins, partout dans les quartiers. Que ce qu'ils ont ouvert là, la toute petite brèche qu'ils ont ouvert les travailleurs de la RATP, eh bien il faut que tout le monde s'y engouffre. S'y engouffre avec une politique, avec des objectifs qui permettent aux travailleurs d'en finir avec le camp d'en face. En finir avec le camp d'en face, je reviens à ce qui s'était passé au début, c'est s'attaquer à la propriété des moyens de production. C'est de s'attaquer aux véritables responsables de la société capitaliste. C'est les capitalistes, c'est les financiers, c'est les actionnaires des entreprises du CAC 40. Et ça, ces moments-là, ces moments d'explosion sociale, nous en sommes convaincus qu'on va aller vivre, ça va exister. Encore faut-il que les travailleurs, on leur propose une politique qui leur permette de gagner. Et c'est ça tout l'enjeu de la discussion aujourd'hui, vu la gravité de la situation et ce qu'on vous propose de discuter entre nous.